Bonsoir à tous. En sa session du 2 août 2017, le Conseil des ministres a décidé de la révocation de la convention d'exploitation du réseau de téléphonie mobile BBCom, convention signée en 2007 entre le gouvernement béninois et la société Bell Benin Communication de l'homme d'affaires et député à l'Assemblée nationale Issa Salifou. Les faits évoqués font état du non-respect de cahier de charges par la société BBCom. Les dettes sont chiffrées à plus de 30 milliards de francs CFA. Le promoteur Issa Salifou a donc réagi à la suite de cette décision. Il affirme qu'il ne doit rien à personne. Une procédure de reprise de la société est validée d'ailleurs par l'ARCEP. L'autorité de régulation des GSM au Bénin ne lui concède désormais que 10% dans le capital de BBCom SA. Il se dit alors victime de représailles politiques. Alors pour comprendre les dessous, les contours techniques de ce dossier, nous recevons, mesdames et messieurs, ce soir pour vous un communicant, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Landry. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes consultant médias et communication, ancien conseiller à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, ancien membre aussi de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Merci évidemment d'être ici. Nos téléspectateurs attendent évidemment vos différents éclairages sur cette affaire qui oppose BBCom SA et puis le gouvernement béninois. Vous nous direz aussi au cours de cette émission pourquoi vous n'avez pas été retenu au sein des membres de l'ANNC, deuxième mandature. Et pour conduire cet entretien, je suis avec Christian Daredia. Christian, bonsoir. Landry Salano, bonsoir. Agapi Maforican, bonsoir. Bonsoir Christian et à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Voilà, merci de répondre à présent à cette invitation sur Zone Franche. Alors, une affaire, tout a commencé le 2 août dernier, où le Conseil des ministres a prononcé la révocation de la convention d'exploitation du réseau de téléphonie mobile Bell Benin Communication. On rappelle que cette convention a été signée entre l'État béninois et cette société. Des motifs sont énumérés. On parle de non-respect des cahiers de charges de l'opérateur GSM, précisément l'accumulation de dettes, une somme de plus de 30 milliards de francs CFA. Alors, la décision, quand elle est sortie, est-ce qu'elle vous a surpris? Je dois avouer que ce n'était pas un dossier que je suivais particulièrement dans la mesure où je travaille sur d'autres aspects de la gouvernance dans le pays, n'étant plus à l'autorité. Mais j'ai été, disons, invité par l'honorable et promoteur de Bell Benin Communication pour les aspects liés à la gestion média du dossier. Et du coup, quand j'ai analysé les différentes pièces à sa disposition, je me suis rendu compte que le gouvernement aurait dû prendre, que cette décision aurait pu être évitée. Elle aurait pu être évitée parce que la chaîne, je veux dire l'opérateur chez BBCom SA a fait ce qu'il fallait faire pour se maintenir sur le marché. Et l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, l'ARCEP, l'y a accompagné, tout comme le gouvernement, jusqu'à la mi-2016. J'ai pas trouvé les raisons qui ont pu motiver, disons, ce changement radical de comportement de la part et de l'ARCEP et du gouvernement à l'encontre de l'opérateur. Donc, j'étais surpris. D'où une série quand même de réactions pour montrer que on peut faire autrement. Et il y a autrement à faire parce que l'État a pris des engagements vis-à-vis de BBCom et il est question que l'État respecte ses engagements vis-à-vis de cette entreprise. Et justement, vous dites que cette décision vous a surpris, l'État a pris des engagements vis-à-vis de Bell Benin Communication, autant Bell Benin Communication également a pris des engagements vis-à-vis de l'État. Et dans cette décision rendue ou bien prise par le Conseil des ministres, on évoque le non-respect d'un certain nombre de principes, notamment des principes contenus dans le cahier de charges de BBCom. Je pense que c'est au niveau de l'ARCEP que tout s'est joué, l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste. C'est à ce niveau, et c'est dommage parce que les membres ont été changés dans des conditions assez floues. Et aujourd'hui, il y a même suffisamment de contentieux sur cette question, puisqu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui n'a pas validé le décret
qui a révoqué les anciens membres. Et il y a une décision du tribunal qui reconnaît les anciens membres comme pouvant porter le titre de membre de l'ACEP. Elle ne peut pas avoir déjà ACEP. Donc du coup, on peut s'étonner que cette ACEP qui a pris cette décision, est-ce qu'elle est d'abord légale et légitime? Elle n'a ni la légalité, ni la légitimité. Et ça, c'est un problème, d'abord. Mais là, on peut passer, puisque les instances, les tribunaux, je pense que les cours et tribunaux sont, en tout cas, les instances sont saisies et prendront les décisions. Donc, c'est d'abord la première situation. La deuxième, c'est que j'ai écouté le secrétaire exécutif de l'ARCEP, qui lui-même a dit un certain nombre de choses intéressantes d'ailleurs. Disons, les accompagnements de l'État et surtout les vicissitudes de ces opérateurs de téléphonie GSM. Mais imaginez qu'en 2000, au moment où Bébécom était agréé, comme la société El Doukaï sur le marché de téléphonie mobile GSM, ne devait payer que 1,2 milliard comme licence pour une durée de 15 ans d'exploitation de la licence. 1,2 milliard pour 15 années. Mais 3 ans après, le même État a changé. Alors le même ministre change la liste, change. On dit désormais ce n'est plus 1,2 milliard et ce n'est plus 15 ans, c'est plutôt 10 milliards, c'est plutôt 10 ans, mais c'est 5 milliards. L'opérateur a accepté. L'opérateur a accepté et 10 milliards, donc il faut payer 2 milliards cash, ce qui a été fait. Donc, et on a dit que ces 10 milliards, que les 10 ans sont irrévocables, qu'on ne peut pas changer, c'est pas possible. Bon, c'est pas uniquement l'opérateur Bébécom, c'est absolument tous les réseaux qui sont sur le marché. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Ouais. Donc, tous les opérateurs ont exécuté. 2007, avec l'avènement du régime de changement, et un certain nombre d'agitations, ça et là, voilà, on nous gruge par-ci, par-là, bon, il y a eu encore, alors que les 10 ans, le contrat a été signé pour 10 ans, non révocable, 10 ans, non révocable, donc non touchable, comme on le dit, l'État lui-même dénonce le propre contrat unilatéralement, ce qui a d'ailleurs créé une situation, vous vous rappelez en 2007, où les opérateurs Areba ou Benencel et Télécel ont dû être déconnectés pendant un temps. La licence a été passée à 30 milliards. Donc 15 milliards payables à la signature de la convention. Bébécom a payé. Donc vous vous rendez compte quand même qu'une entreprise, c'est une stratégie, c'est un business plan, c'est une stratégie, c'est des perspectives. Et quand à chaque instant, vous allez subir les vicissitudes de l'État, les incohérences d'un État incapable lui-même de prendre en charge, d'adopter une politique cohérente, vous ne pouvez pas comprendre que, on doit comprendre que cette structure-là, et puis avoir des problèmes. Les autres, les étrangers, ont tenu comment? Parce qu'on les a autorisés à changer de capitaux. Télécell est passé à Move. Move lui-même a acheté à Baroque Télécom. Et Benencel est passé à Areba, après MTN. Donc, tout ça montre la dynamique du marché et surtout face à la pression de l'État. Bébécom a tenu. Est-ce que c'était aussi interdit à Bébécom de trouver aussi d'autres acheteurs sans doute, capital, oui. Bonne question. Bébécom qui avait des contacts poussés, disons des contrats avec l'opérateur historique OPT Béné Télécom, a été à un moment donné mis dans un package de négociation par l'État pour la revente. Ainsi, en 2010, il y a eu des missions prises par le ministre d'État Koubaki qui ont discuté avec France Télécom pour la vente de Béné Télécom ensemble avec Bébécom SA. Les Français le groupe Orange a manifesté clairement son intérêt pour l'achat de Bébécom. Pourquoi l'opération a échoué? Le ministre Koubaki est encore là, le ministre d'État Koubaki. Il faut qu'il sorte de son mutisme pour expliquer
Pourquoi le ministre Adadja, l'ancien ministre Adadja est là? Il faut qu'il sorte de son métier pour expliquer pourquoi l'opération. Alors que des courriers existent clairement, où les Français ont clairement fait des offres, ont dit leur intérêt pour bébé comme ça. Puisqu'ils sont peut-être dans le mutisme et des noms, alors qu'est-ce qu'ils ont fait peut-être qui... Non, les gens ils sont sur place. Il faut que les gens assument leurs responsabilités, qu'ils les assument à fond. Ils sont encore là. Ils sont encore là et on parle de bonne gouvernance. Normalement, on parle de la redevabilité. Ils sont sur place. Il faut qu'ils expliquent. Moi, je n'étais pas en négociation. Et le ministre des Affaires qui présidait les négociations. Le ministre Adadja était un maître d'œuvre parce que le ministre du secteur. Il y avait un cabinet étranger qui était conseil, le cabinet Liston, qui appartenait au fils du président Abdou Diouf. Et puis, il y avait des personnalités qui étaient aussi associés. Voilà. Vous invitez ces personnalités à s'expliquer. À s'expliquer. Tout au moins le chef de la délégation, qui est quand même aujourd'hui au gouvernement, qui a participé à différentes stratégies de vente de Bénin Télécom associé au Bébécom, mais qui aujourd'hui, qui siège au Conseil des ministres, qui a participé aujourd'hui je vous en prie, au retrait de la licence. Mais moi, c'est quand même bien curieux qu'un haut responsable qui a participé à tout ça là se taise. Il faut qu'il explique à l'opinion tout ça, pourquoi la vente à Bénin Télécom, pourquoi la vente à France Télécom a échoué à Orange, pourquoi l'offre de Maroc Télécom n'a pas été prise en compte, alors que Maroc Télécom a fait une offre ferme en la matière pour le rachat de Bébécom dans la stratégie globale de la vente de Bénin Télécom. On est en 2010-2011. Ça, les autorités sont là, ils siègent en Conseil des ministres, ils prennent des décisions, mais il faudrait qu'au nom de la redevabilité, au nom de la clarté, au nom du respect des populations, il faut qu'ils expliquent leur comportement, leurs actes, et surtout pourquoi tout ça a échoué. Parce que l'opérateur, le chef, le responsable de Bébécom, quand on accuse Bébécom aujourd'hui, moi je dis, par rapport au dossier éléments que j'ai vu, qu'à partir du moment où l'État lui-même, compte tenu des arrangements avec l'OPT, a pris le dossier Bébécom en compte. Il y a des relevés de Conseil des ministres où on a dit faciliter les négociations avec Maroc Télécom. Conseil des ministres. Mais après, on n'a pas dit, mais pourquoi ça a échoué? Il faut qu'on nous dise pourquoi ça a échoué. Et puis, est-ce que ce n'est pas un peu facile de jeter le tort à ceux qui ont peut-être conduit une délégation de négociation? Est-ce que lors de ces négociations, Bébécom avait de bonnes offres, par exemple? Qu'est-ce qui a peut-être échoué? Vous pensez qu'ils ont concouru, j'allais dire, à l'entorse de la procédure? Alors, parce que vous refusez également de nous fournir d'éléments par rapport à ce qui aurait donc concouru, à entraîner, j'allais dire, le blocus de cette procédure, conduit où j'allais dire dissuader un peu l'opérateur qui devait donc racheter. Vous pensez que France Télécom, le groupe Orange, va manifester son offre, son intention d'acheter un Bébécom malade? C'est pas des gens qui récupèrent les éclopés. Et ils récupèrent, ils voient le marché. Il y a des courriers qui existent, qui disent leur intérêt pour Bébécom et ce qu'ils voulaient faire de Bébécom. Aussi bien à France, comme Orange, le groupe Orange, que le groupe Maroc Télécom. Et ça, c'est évident. Les courriers sont là, adressés au ministre Koubaki, ministre d'État Koubaki. Donc, ces documents existent. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Appelez le ministre Adadja, il est là. Appelez le ministre d'État Koubaki. Il faudrait qu'ils expliquent. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas participé aux négociations. J'ai vu des documents et j'ai constaté que ces négociations n'ont pas abouti. Voilà. Alors, du coup, la société, la structure ayant déjà des difficultés. Parce que vous avez dit, pourquoi Bébécom n'a pas aussi ouvert, ne s'est pas ouvert à des capitaux étrangers? L'État l'a conduit dans des négociations avec France Télécom, avec Bénin Télécom, avec Maroc Télécom. Des négociations d'ailleurs qui ont failli aboutir parce que des lettres d'intention, des offres au niveau de Maroc Télécom étaient très clairement faites. Et pourtant ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Il faut demander à ceux qui ont conduit. Pourquoi? Parce que c'était des offres groupées, c'était un offre groupée. Il faut bien demander pourquoi on a échoué alors que les gars avaient dit ce produit-là m'intéresse. Mais pourquoi on l'a pas vendu? Alors quand nous faisons peut-être une caricature, Agapine Appelum Africa, j'ai mon bien, je veux vendre à des gens.
on mette peut-être dans la procédure et après je me plains en disant oui c'est vous qui avez fait échouer mesdames. Est-ce que je n'ai pas la possibilité de trouver d'autres opérateurs si j'allais dire avec France Télécom ce n'est pas concluant? Est-ce que BBCom n'a pas donc le loisir de trouver d'autres repreneurs au lieu de se plaindre? Voilà, il y a eu le groupe Talent qui a fait une offre à BBCom. Il y a le groupe Talent qui a fait une offre. Et pourquoi Là également ça n'a pas fonctionné. Pourtant le groupe Talent, je n'ai pas parlé de France Télécom, je n'ai pas parlé de Maroc Télécom. Non, il parle des mêmes acteurs. Est-ce que j'ai parlé de ces acteurs actuellement? J'ai dit le groupe Talent. Le groupe Talent. Donc c'est un groupe. Je n'aime pas dire un individu. Donc il faut qu'on soit vraiment chose, il faut qu'on reste dans les formes. Donc le groupe Talent fait une offre. A payé une partie. Payer une partie. Et pourquoi ça n'a pas abouti? Là également, c'est une question qui est restée sans réponse. Alors donc, quand il y a eu ces atermoiements, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas opérateur de Benin Télécom, je suis consultant média et communication, j'ai été associé tout récemment à ce dossier, j'ai lu les documents, j'ai posé quelques questions, je ne suis pas partie prenante. J'explique ce que j'ai vu et les questions que j'ai posées. Et ces questions sont ouvertes. Et tout citoyen qui veut apporter des éléments de réponse, de clarification. Vous savez, c'est tellement facile de tout polémiquer, de tout politiser, de tout globaliser, majorité, mouvance, opposition, politique. Il faut que nous ayons des positions techniques. Pourquoi telle offre n'a pas marché? Pourquoi telle autre n'a pas marché? Pourquoi il y a eu une offre ferme et on a signé, on a payé même une partie et ça n'a pas marché. Donc, ces choses-là, ça veut dire quoi? Que BBCom a intéressé à des niveaux élevés. On est d'accord? Bien. Quand ça n'a pas fonctionné, BBCom a dit, d'accord, moi, je vais restructurer. Je vais restructurer en vendant 90% de mes actions à un investissement étranger. A trouvé une banque, recommandée par d'ailleurs un autre ministre qui siège également actuellement, important, qui siège également au Conseil des ministres. Et cette banque a trouvé un cabinet qui a fait un audit, a trouvé un repreneur. Le repreneur a commandé un cabinet qui a fait un audit. L'audit de toutes les dettes. Le cabinet KPMG, qui est un cabinet reconnu internationalement, qui a fait l'audit de toute la situation. C'est-à-dire une analyse stratégique de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, et ses dettes vis-à-vis des créanciers. Et les a listés. Et en les listant, a écrit à chaque créancier potentiel pour que les créanciers potentiels puissent répondre de oui, c'est bon, oui, on a mis 700 000, oui, c'est vrai, non, c'est pas 700 000, c'est plutôt 1 million. Donc, certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Le cabinet a fait son rapport. Le repreneur a fait son business plan en disant nous reprenons 90% des actions. Et nous sommes, dans notre business plan, nous sommes prêts à payer les dettes, donc des encours. Tout ce que vous avez listé, que le Conseil des ministres de 2 août dit, nous payons les dettes. Nous payons les dettes. Nous allons moderniser la structure, on va la restructurer. Et l'ARCEP a validé. Et pour donner plus de chance à l'opération, le contrat de la licence, la durée de la licence a été prolongée de 5 ans. La licence qui devait échoir en fait courant 2017 a été prolongée de 5 nouvelles années. Le décret a été signé à la veille du départ du président Yahi. Quand les nouvelles autorités sont arrivées, ils ne l'ont pas abrogé. Ils ont abrogé plein de décrets. Ils l'ont laissé. Ça veut dire que c'est un décret qui est valable. Donc, le contrat de BBCom a été, de la durée de la licence a été prolongé de 5 nouvelles années. Et pendant ces 5 nouvelles années, le nouvel opérateur devrait pouvoir s'installer et mettre en œuvre son plan de restructuration. Et ça fait que, une fois l'opération validée, on a pu faciliter l'accès sur le marché aux nouvelles acquéreurs. Du coup, les passifs sont là et on dit, plus il y a passif,
on révoque la licence. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Vous êtes revenu donc, puisqu'il y a un certain nombre de greffes que le gouvernement a porté à l'encontre de Belbélin Communication, mais il y a quand même eu un certain nombre d'étapes traversées, une procédure qui a conduit au retrait de la licence de Belbélin Communication, notamment cette procédure que nous avons vue au niveau de l'ARCEP. D'abord, il y a une mise en demeure qui a conduit à la sanction de Belbélin le 18 avril pour non-respect de ses obligations contractuelles. Est-ce que vous avez connaissance de ça? Mais bien sûr. Oui. À partir du moment où l'ARCEP demande, ça c'est des trucs, c'est des procédures classiques. La mise en demeure. Mais la mise en demeure, c'est une procédure d'avant-sanction. Et même le recours gracieux de Belbélin est une procédure normale. Et normalement, tout cela, c'était dans un processus déjà bouclé. La question, pourquoi avoir autorisé l'ouverture du capital à un investissement étranger quand on était sûr qu'on ne va pas lui faciliter la prise la prise en main de l'opérateur? Pourquoi avoir prorogé le mandat, la durée de la licence de 5 ans, quand on ne veut pas laisser le temps au nouvel opérateur de mettre en œuvre son business plan et de pouvoir de rembourser les dettes? La procédure était active et motivée sans doute par autre chose que par le souci. Je pense que quand j'ai écouté le secrétaire permanent, le secrétaire exécutif la dernière fois, il a dit ça. Il a dit bon voilà, on a tout fait, non. Je pense que l'ARCEP peut encore aider Bébécom. L'ARCEP peut aider Bébécom en permettant à l'opérateur privé Global Tech, Global Techcomnet Limited, voilà, c'est un Nigérian, de prendre possession de ce réseau, de payer les encours, donc de payer les dettes vis-à-vis des créanciers, et tout ce qu'on a listé, si c'est validé, de payer. Il y a un plan de payer et de restructurer, c'est possible. C'est bien possible de le faire, parce que l'opérateur a dit je vais le faire, et c'est signé. Et l'ARCEP était témoin, l'ARCEP a validé tout ça. Donc, pourquoi ne pas donner cette chance à l'opérateur et de là à là, on est passé à la procédure de sanction. Donc, elle est devenue brutale, cette procédure. Elle est brutale parce que elle n'a plus tenu compte du souci même de l'ARCEP d'offrir l'occasion à Bébécom, au nouvel acquéreur, d'avoir du temps pour pouvoir mettre en œuvre son plan de restructuration. Ils auraient dû permettre à l'opérateur de s'installer. Pourquoi l'opérateur ne s'est pas installé? Est-ce que c'est pas l'ARCEP même qui a proposé la révocation de la convention de... Mais bien sûr, c'est ça qui est bizarre. Suite à des constats qui ont été faits, ce que rappelait tout à l'heure Christian, est-ce que ce n'est pas... c'est vrai, la décision a été prise en Conseil des ministres, mais c'est l'ARCEP qui a fait donc la suggestion au gouvernement. Voilà, il parlait tout à l'heure de mise en demeure, sanctions. Bébécom qui a donc introduit un recours gracieux, je crois, le 19 avril dernier, recours gracieux, rejeté. Et puis, finalement, voilà la proposition qui vient donc en Conseil des ministres. Ce que beaucoup veulent comprendre, pourquoi vous êtes eu depuis 7 ans et aujourd'hui, on a bien l'impression que vous pleurez sur les renversements. Ah non, je ne suis pas de Bébécom. Je dois vous le dire. Vous avez dit que je suis un consultant ponctuel sur le dossier. Et quand je regarde le dossier, moi, on peut renvoyer la question à Bébécom. Pourquoi, malgré toutes ces dettes, malgré tous ces passifs, avoir accepté, 1, de proroger la durée de la convention, 2, d'accepter la validation, la vente de 90% des actions à un investisseur étranger, et après ne pas offrir les conditions optimales pour que le nouvel acquéreur puisse occuper le marché. Voilà, là, vraiment, moi je pose la question. C'est un raisonnement par là-dessus, allons-y. Donc, dans le cas d'espèce, moi, je veux bien voir en face le secrétaire exécutif de l'ARCEP et qu'on nous discutions en technicien. Parce qu'en la matière, si vous avez vu que la société ne peut plus, vous avez dû lui demander de déposer le tablier, le bilan, depuis longtemps. Mais jusqu'en 2016, l'opération de vente a été achevée en octobre, de transfert de contrôle, a été achevée en octobre 2016. Et en avril, déjà, on enclenche la procédure de sanction. Même quand le nouvel acquéreur doit venir, à quel moment il va venir s'installer, mettre en œuvre son plan de restructuration, mettre en œuvre le business plan que l'ARCEP va valider et qui a prévu de payer les dettes. Mais vous pensez qu'entre octobre 2016 et avril 2017, on peut déjà faire tout ça? Non, c'est pas possible. On parle d'entreprise. Et comme l'a dit le monsieur de BAV,
l'entreprise, c'est quelque chose de lourd. Et l'entreprise de télécom est très lourd. Donc, je ne suis pas de Bébécom. Moi, je ne suis pas l'avocat de M. Salé, je ne suis pas de Bébécom, je suis consultant médias communication, j'ai eu le dossier, et je dis, en technicien, je veux discuter avec le secrétaire permanent de l'ACEP, ou le secrétaire exécutif de l'ACEP, pour dire pourquoi, soit vous avez mal fait votre travail, vous avez roublé l'État en permettant que la structure continue d'exister, en prolongeant le mandat de 5 ans, la durée de validation de la licence, en permettant qu'on vende les 90%, et par une banque, en engageant une banque dans cette opération, en acceptant qu'une banque s'engage dans l'opération. Même si ce n'est pas eux qui ont recommandé la banque, c'est pas eux. Mais ils ont validé toutes les étapes. Il y a une communication au Conseil des ministres. Donc, rien n'a été fait sans l'ARCEP. Aujourd'hui, le même ARCEP vient pour dire on sanctionne parce qu'il y a... Non, il faut y avoir une cohérence. Et cette cohérence n'existe pas. Parlons technique, laissons les aspects politiques. Et sur le plan technique, j'ai l'impression que l'ARCEP a des choses à expliquer que je n'ai pas retrouvées dans les explications que M. Gedegbe a eu à faire la dernière fois sur une autre chaîne. Donc, il serait intéressant que, honnêtement, au lieu qu'il y ait des monologues, qu'il y ait des échanges, des dialogues, il faut qu'il y ait un débat réel pour que on voit point par point les tenants et les aboutissants de la situation aujourd'hui de Bébécom. Sans doute, l'État aurait dû prendre sa responsabilité, de demander à Bébécom de déposer le bilan. Mais si l'État a accepté d'accompagner Bébécom à un moment donné, il ne peut pas aller à ce niveau-là et après dire je te laisse, on va au naufrage. Non, c'est pas possible. Voilà, d'avoir une réponse à votre demande, peut-être, voilà, ça court beaucoup les rues ces derniers temps, les débats contradictoires que vous sollicitez. Oui, c'est qu'il y a trop de monologues dans le pays. Et il y a tellement de monologues parce que chacun parle ici, chacun parle par là. Voilà. Je pense qu'un pays sérieux qui a envie d'avancer, il faut que les gens acceptent de débattre et surtout de s'écouter. Parce qu'on peut débattre sans s'écouter. Par ailleurs, ça c'est des monologues séparés. D'accord. Donc en attendant, peut-être on va vous faire réagir notamment sur certains propos du promoteur Issa Salifou, par exemple. Dans les journaux, on a vu beaucoup de réactions. Il parle, par exemple, d'excès de pouvoir. Vous en pensez quoi, monsieur le consultant média? S'il vous plaît, j'ai pas envie de... Vous savez, j'ai pas envie de mélanger mes rôles. Je ne suis pas je ne suis pas sur ce terrain, même si je suis un militant ailleurs. Je ne suis pas sur ce terrain politique. Et acharnement politique, vous avez dit quoi? Excès de pouvoir. Excès de pouvoir, politique. Non, excès de pouvoir. Je pense que oui, il peut d'ailleurs poursuivre l'ARCEP pour excès de pouvoir. Il peut poursuivre l'ARCEP pour excès de pouvoir. Je ne sais pas si les délais ils sont, mais il doit avoir ce conseil juridique. En principe, à partir du moment où vous l'avez autorisé, quand même, en stratégie d'entreprise, quelle restructuration peut se faire qu'un nouvel arrivant, qu'un nouvel acquéreur arrive, un acquéreur en octobre, et que déjà en avril, vous dites que la société n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, tout ce que vous connaissiez avant de valider la transaction, vous revenez là-dessus pour dire quelque chose. On a l'impression qu'on a affaire à un jeu de cache-cache. Donc, moi je pense qu'il peut effectivement, en parlant d'excès de pouvoir, si c'est par rapport à l'ARCEP, je suis d'accord. Et ouais, quelque part l'ARCEP n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Et maintenant, nous sommes face à une décision déjà prise. Quelles peuvent alors être les implications? Bien, normalement, je pense que le gouvernement peut de manière responsable réanalyser la situation. Peut-être qu'il va falloir que l'opérateur lui-même refasse son dossier et réexplique la stratégie. C'est peut-être que la CEP, j'ai écouté M. Gedegbe, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé suffisamment responsable sur beaucoup de... J'ai aimé la manière dont il a expliqué beaucoup de choses. Je pense que lui-même, évidemment, il est secrétaire exécutif, donc il n'est pas membre de l'organe de régulation, il n'est pas de l'équipe de régulation, qui est l'équipe qui prend la décision. Donc du coup, il y a peut-être... Il faut que la CEP même soit cohérente. Apparemment, elle n'est pas cohérente. Donc, la balle est dans le camp et de la CEP et du gouvernement de permettre au nouvel opérateur, au nouvel acquéreur, le Nigérian Global Tech Telecomnet Limited, de prendre possession donc du réseau
de lui faciliter l'installation, de lui permettre d'étaler son plan et de rembourser les dettes. Je pense que c'est ça que moi je pense que l'ACEP peut recommander au gouvernement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il faut pas, je pense qu'il faut qu'on isole les éléments politiques qui peut-être perturbent les uns et les autres. Qu'on les isole. Le promoteur même dit qu'il est victime de représailles politiques. Moi je dis, je voudrais qu'on isole les éléments politiques qui perturbent peut-être la bonne analyse du dossier. Cela dit, bon, le promoteur, il a dit ce qu'il a dit. Mais moi, je souhaiterais que les éléments politiques qui perturbent une analyse tranquille, responsable, et, avec plus de célérité de ce dossier, qu'on puisse les évacuer. Et ceux à qui je parle savent de quoi je parle. Et comme j'ai dit, moi, j'aimerais discuter de technicien avec quelqu'un du secteur, et qu'on parle de régulation. La régulation n'est pas la gendarmerie. La régulation, c'est l'accompagnement, c'est le conseil, c'est le suivi. Un régulateur est heureux quand tout ce qu'il a à réguler se porte bien. Et M. Yedebe l'a dit la dernière fois et j'étais content de l'entendre. Je pense que le régulateur ACEP doit pouvoir revoir sa copie. Et ce qui est un peu gênant dans l'affaire, c'est déjà la qualité de ceux qui sont là. Il faut déjà évacuer cette question de qui est l'ACEP d'aujourd'hui. C'est ceux qui sont là? C'est ceux qu'on a fait partir? Il faut qu'on évacue. Là également, ce champ aussi est embrouillé et pas plein de situations. Donc, franchement, pour l'analyste que je suis, déborde un peu sur ces questions qui, d'une manière ou d'une autre, entrent dans un domaine plus... un peu long, comme le dit le promoteur aussi. Je pense que c'est un feuilleton, mais je pense que le gouvernement peut le raccourcir. Moi, je pense que le ministre d'État Koupaki, le ministre d'État Abia Chané, l'ancien ministre Dadja, qui connaissent bien le dossier, le président Talon connaît le dossier, peut-être que... Il y a un peu plus de sagesse de tous les camps, peut-être de sagesse aussi du promoteur. Ici et là, je souhaiterais quand même que plus de sagesse ici et là permettre que ce dossier... Mais c'est que beaucoup en parlent sans connaître de quoi ils parlent. Et je dis Bébécom. Là où on est sur le plan technique, si on veut parler technique, Bébécom a fait sa part du boulot. Bébécom était en 2013 à plus d'un million, à plus du million d'abonnés et avec des services parfois spéciaux que d'autres n'offraient pas. Mais ce secteur est tellement dynamique et en termes d'investissement, ça va tellement vite qu'on doit pouvoir être fier. Oui, c'est vrai que la régulation n'isole pas l'opérateur local, l'opérateur non. Mais au même moment, la stratégie politique, une stratégie politique, une volonté politique peut faire peut favoriser à un opérateur privé local qu'à d'autres opérateurs. Ça, c'est clair. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, comme je le dis, je pense qu'une sagesse, évacuer de certains éléments ressentis antécédents ou autres politiques peut permettre peut-être aux différents protagonistes peut-être de trouver des solutions plus... C'est votre appel à l'endroit des différents acteurs impliqués dans ce dossier. Mais ils peuvent le faire. Bébécom n'en finit pas avec ses soucis puisque tout récemment, on a assisté également à un nouvel épisode dans ce feuilleton. Le lundi 4 septembre dernier, eh bien, la direction générale, avec à sa tête le directeur général de la SB2E, a fait face à la presse, parlant justement des dettes de Bébécom vis-à-vis de la société béninoise de l'énergie électrique. Alors, quelle est votre analyse? Écoutez, on dirait que le DG est sorti de nulle part. On dirait qu'il dormait depuis tout le temps. Et je réveille subitement et dit que on dort. Mais depuis le 2 jours, il était où? Mais si l'avion a retiré la licence à Bébécom, qui va lui payer les dettes? Mais on dit, le nouvel acquéreur dit, je suis prêt à payer les dettes. Et dans le rapport... Est-ce que le milliard 400 millions de francs CFA de dettes est déjà contenu dans le passif de Bébécom? Dans le rapport de KPMG, rapport à fin juillet 2015,
à fin juillet 2016, si je me trompe, la dette était évaluée à 923 millions et quelques. 923 millions et quelques. Que la direction générale de la SPE n'a même pas daigné, réagi au courrier de KPMG. C'est-à-dire qu'on lui a écrit pour qu'il confirme, pour qu'elle confirme. Elle n'a pas réagi. C'est un manquement. C'est un manquement. Non, Landry, attendez. Il faut qu'on dise ça. C'est un manquement. C'est une entreprise d'État. Notre entreprise. La mienne, la vôtre, celle de mes parents et celle de tout le monde. Confier à quelqu'un qui a le devoir de la gérer avec beaucoup de loyauté et de dynamisme, de respect vis-à-vis des propriétaires que nous sommes. Et je pense que... Il n'était pas en 2015, le DG. L'État est une continuité. Moi, je parle de la direction générale. Je ne parle pas de... La preuve, je n'ai pas donné un nom. Donc, la direction générale a été saisie, aurait dû réagir pour dire, voilà. Maintenant, il est venu sortir un chiffre. Encore faut-il qu'on lui réponde d'autres chiffres. Donc, déjà, c'est son chiffre à lui. Il faut encore qu'ils s'entendent, les parties s'entendent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que l'entreprise vive pour payer ses dettes. C'est pour ça que je dis pour payer ses dettes. Alors, donc, les créanciers de Bénin Télécom SA devraient pouvoir être d'accord que l'État aide, accompagne l'installation de nouveaux acquéreurs, de l'acquéreur majoritaire, pour qu'il puisse déployer son plan de restructuration et payer les dettes, parce qu'il en a pris l'engagement. Vous devez à la société 1,4 milliard de francs CFA. Enfin, c'est ce que dit, monsieur le DG. Oui, c'est ce que dit voilà. Général. Oui. Et puis, je viens peut-être dire, bon, mon entreprise ne marche plus, je ne peux pas vous payer. Est-ce que la SBE peut être audible, disons, à cet argument, monsieur Maforican? De toute façon, le DG, il connaît les voies de recours. Il connaît les voies de recours. Il n'a qu'à les déployer. Il n'a qu'à les exploiter. Oui, parce que je prends peut-être cet exemple d'un individu qui ne paye pas ses factures à la SB2E. On ne parle pas d'individu. Non, je caricature un peu, on l'interpelle. Mais ils étaient où? Au fait, ils étaient où pour qu'il y ait tant d'arriérés? Il y a un principe en droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dans ce pays, on fait les choses comme si on n'est restant de rien. On dort, on cautionne, on valide, et puis on se réveille un bon matin et on vient crier parce que justement on abuse de l'ignorance des populations. Mais où était-il? Je ne parle pas de celui qui est là. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. J'ai du respect pour tout citoyen. J'ai du respect pour lui, donc je ne parle pas de lui. Mais où était la direction générale de la SPE depuis lors? Pourquoi tant d'arriérés? Ils faisaient quoi? Mais s'ils ont validé, s'ils ont laissé tant d'accumulation, mais aujourd'hui, il faut qu'il puisse assumer. Je dis, le nouvel acquéreur a accepté de payer toutes les dettes, dont les dettes envers la SPE. Encore faudrait-il qu'il puisse déployer son plan. Son plan de restructuration. Un plan validé par l'ARCEP, une recapitalisation, un transfert de capital validé par l'ARCEP et le gouvernement du Bénin, qui a été régulièrement fait, et subitement on retire la licence. Comment on va payer quelque chose, quelqu'un va payer alors qu'il n'a plus l'exploitation en main? La question est là. Les créanciers de bébé commercial devraient pouvoir demander au gouvernement de laisser, il y a encore de la place pour Bébécom sur ce terrain, de laisser la place au nouvel acquéreur pour qu'il puisse déployer son plan de restructuration pour payer les dettes, parce qu'il en a pris l'engagement auprès de l'ARCEP et de la banque d'ailleurs. Votre réaction, oui, sur, disons, cette conférence de presse d'ailleurs, comment vous l'avez trouvé sur l'initiative? J'ai l'impression de quelqu'un qui était plongé dans un profond sommeil, qui se réveille en sursaut et qui court devant les caméras pour dire des choses qu'un responsable ne devrait pas dire. Vous savez, en matière d'audit, d'abord, ils ont débarqué une nuit. C'est pas normal. Ils auraient pu faire ça en plein jour.
Ça, c'est juste. Pas pour notre sécurité. Nous sommes des citoyens. On va débarquer une pour dire je vais contrôler le compteur. Non, les gens sont là toute la journée. Donc déjà, il faut qu'il y ait du respect de la dignité de la personne humaine. Notre continent l'a dit. Et moi, honnêtement, vous savez, dans ce pays, je veux être libre. Je veux me sentir en liberté quand je circule. Et quand les gens débarquent la nuit, c'est pas un moment pour qu'on débarque. Il y a les heures du travail, elles sont connues. Et le DG, peut-être que lui travaille la nuit. Mais débarquer dans les entreprises la nuit, c'est pas normal dans les donc il y a d'abord ça. Ensuite, il dit, bon, il a constaté, je respecte, comme j'ai dit, moi je fais tout. Mais quand on constate, qu'est-ce qu'on fait? On fait une enquête. Aucune enquête, aucune responsabilité située, même à l'intérieur. Et il vient, il dit, bon voilà, en attendant de situer les gens de chez nous, on livre. Moi, je ne rentre pas dans les faits. Parce que il y a ces structures citées ont sans doute leurs conseils. Mais moi, j'étais surpris que dans la foulée des publications qui contestent le retrait de la licence, que ce directeur général, un recadre, un débat de cette manière et pas de cette manière. Je l'ai trouvé perdu lui-même. J'ai l'impression qu'il était perdu. Bien, bon, voilà. Donc, qui m'excuse, hein, je n'ai rien contre lui, je le respecte beaucoup, je le dis honnêtement, je le respecte, ça c'est vrai, mais je suis un peu embêté, j'ai été embêté, parce que nous devons nous respecter mutuellement. Je pense qu'on me reproche quelque chose, on connaît les voies de recours, on connaît les voies, on m'écrit, on me notifie, je donne mon avis, on saisit la justice, normalement. On n'a pas besoin de conférence de presse pour ça. Je pense qu'on abuse et on livre les citoyens à la vérité populaire. La présomption d'innocence doit pouvoir être... Et c'est un gage, c'est dans notre constitution, rappelé plusieurs fois par la Cour constitutionnelle, c'est dans la Charte africaine des droits de l'homme, annexé à notre constitution. Mais aujourd'hui, la présomption d'innocence n'est plus du tout... On livre tout le monde dans la presse, sur les réseaux sociaux. Non, il faudrait qu'on revienne à ces fondamentaux. Sinon, je pense que le socle sur lequel nous travaillons va s'effondrer et il y en aurait pour tout le monde. En tout cas, en termes de casse. D'accord. On attend de voir les suites de ces différentes affaires, de ces différents déboires de l'opérateur GSM Bébécom, déboires avec, j'allais dire, l'État béninois. On va dire quelques mots de la politique. Silence radio de la classe politique, depuis quelques temps, vous y comprenez quelque chose, Monsieur Agapit? Ils sont en vacances. C'est les vacances d'été. C'est les vacances d'été. C'est le Parlement uniquement qui est en vacances parlementaires. Non, on est calqué sur le modèle français. Les vacances d'été. Ils sont en vacances. Depuis le 6 avril 2016, hein? Ah bon? Oui. Ça fait un long silence, ça. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est la rupture. Ils sont en rupture. C'est la normocommunication, c'est la rupture. Puis après, il y a le silence des vacances. C'est le nouveau régime qui a entraîné tout ça, selon vous? Pardon? C'est le changement de régime qui a entraîné tout ça, selon vous? Enfin, j'ai pas travaillé sur le sujet. Et est-ce que c'est nouveau? Est-ce que même au temps de Boni, on n'a pas vu dès son arrivée une ruée vers le pouvoir, et que c'est peut-être quand les intérêts n'étaient donc pas pris en compte qu'on a commencé par voir une classe politique qui s'exprime? Est-ce que ça devrait étonner Monsieur Maforika? Moi, dans ce pays, rien ne m'étonne plus, honnêtement. Rien ne m'étonne plus quand j'ai lu Emmanuel Mounier. Vous savez, quand les gens disent le Bénin, le quartier latin, nous sommes le quartier latin de l'Afrique, tout le monde nous regarde. Et puis quand j'étais tombé sur le tel d'Emmanuel Mounier, écrit en 1948, le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique, de l'Ouest francophone. Mais cet intellectualisme teinté de méchanceté n'est pas de nature à garantir la stabilité du pays. Peut-être que j'ai mal placé certains mots, mais voilà l'essentiel. Emmanuel Mounier, un Français, il nous regarde comme des gens qui on se croit tous intelligents. Personne ne se fait confiance. Tout le monde se méfie de tout le monde. Tout à l'heure, j'ai parlé de dialogue, de pluridialogue, de monologue. Monologue continue. Parfois, vous avez 2-3 personnes sur le plateau, mais ils ne s'écoutent pas, parce que chacun quitte le plateau, il n'a rien retenu de ce que l'autre a dit. Donc, c'est ça. Alors, c'est vrai que nous sommes théoriquement en démocratie, mais vous savez, moi j'ai compris
depuis un temps que notre démocratie est... Non, c'est une démocratie théorique. C'est-à-dire qu'on est théoriquement en démocratie parce que les fondamentaux de la démocratie pluraliste et version occidentale ne sont pas du tout, ces modèles ne sont pas chez nous fonctionnels du tout. Je vous ai parlé tout à l'heure de la présomption d'innocence, par exemple, l'organisation de la justice. Justice libre, presse libre, parlement libre. Aujourd'hui, les parlementaires, on a un régime présidentiel fort. Mais tout chef d'État, depuis Soglo, a toujours cherché à contrôler le Parlement. Pourquoi? Ça veut dire alors que, normalement, le chef d'État ne va pas dessus le Parlement va renverser le gouvernement. Normalement, les choses sont tranquilles, chacun travaille. Mais il cherche à contrôler. Beaucoup de parlementaires cherchent à rentrer au gouvernement. Pourquoi? Le gouvernement cherche à contrôler toutes les institutions. Il a dit d'ailleurs que toutes les institutions de la République sont noyées par l'argent. Il a dit. Personne n'a dit non. J'ai entendu. Personne n'a dit c'est faux. Président, tu as menti. Pourtant, un chef d'État le dit et personne ne dit non. Et moi, communicateur, quand je l'écoute, j'attends qu'on me dise qu'il est démenti. Il n'y en a pas eu. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, depuis 2006, on est dans le prolongement de 90-91, avec Empire, c'est-à-dire que ça s'empire au fur et à mesure que nous évoluons. Il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe depuis 2006, depuis avril 2006. Il y a un régime qui a dit, on va faire de la rupture. Et puis, chemin faisant, on se rend compte que, bon, c'était au toit je m'y mette, et de nouvelles stratégies se sont mises en place. Si vous me faites 2 exemples, selon vous. Au toit que je m'y mette? Oui. Dites-moi qu'est-ce qui a changé, fondamentalement dans la pratique de la gouvernance. Non, si vous voyez, vous n'avez pas des ans où vous ne voyez rien depuis 2016 qui a changé. Non, bon, j'ai vu que le préfet Toboulet a été très courageux de déloger les gens, mais il aurait dû, et j'ai beaucoup apprécié son courage, mais il aurait dû peut-être prévoir là où mettre les gens. Ça, c'est un courage de le faire, je le dis honnêtement, mais il aurait dû prévoir où mettre les gens. Ça, j'ai aimé. Autre chose, je préfère dire les choses intéressantes. Donc, j'ai vu que le gouvernement a choisi les chefs-lieux de préfecture, ce que aucun gouvernement n'a fait depuis Kérékou. Il a fait d'autorité et j'ai beaucoup aimé également. Donc, je préfère parler de ça en disant, bon, ça, c'est à l'actif, pas plus. Et qu'est-ce qui n'a pas changé selon vous? La manière de faire de la politique. Qui a dit aller à gauche, on est à gauche. C'est ça la fidélité. Aujourd'hui, ils sont où? On est avec Talon. C'est ça la fidélité. C'est ça la politique. C'est Talon qui lui a demandé de revenir à lui. Je ne parle pas de Talon. Moi, je parle de ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Donc, je ne parle pas de Talon. Donc, mais la fidélité à la politique béninoise, c'est bluffé sur lequel. Alors finalement, lorsque vous analysez tout ça depuis le lendemain je veux dire, de la démocratie jusqu'aujourd'hui, est-ce que nos acteurs politiques, ceux-là que nous voyons tout le temps, au front, à gauche, à droite et un peu partout, est-ce qu'ils ont de conviction? Non, quand vous voyez le drame du PSD avec Bruno Amoussou qui revient prendre la tête du parti qu'il a laissé. Il est président d'honneur, hein, il n'a pas pris la tête, il est président d'honneur de ce parti. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur. Donc, quand vous voyez tout ça, quand vous voyez la manière dont Yadi Soglo a été écouté, perquisitionné, ça, c'est... Bon, donc, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Je ne stigmatise personne de particulier. Comme je le dis, c'est tout le système qui est malade. Tout le système qui est malade. C'est dommage parce que les victimes d'hier, quand ils arrivent, et c'est pas seulement ce régime, les victimes d'hier, quand ils arrivent, ils deviennent des bourreaux d'aujourd'hui. Et c'est déplorable. C'est tout. Moi, je trouve ça déplorable. C'est tout simplement. À quand la fin de ce silence qu'on observe depuis? Il faut que ce système. Où est l'opposition? Il faut que ce silence, ce système de 90. Moi, j'ai toujours dit, le système instauré par la Constitution de 90, je respecte tous les pères. Une constitution très bien écrite. Sans doute, j'ai un respect profond pour le professeur André Glélé et professeur Robert Dossou, professeur Théodore Lo et tous ces membres de la Constitution. Franchement, un texte bien écrit. Mais franchement, la Constitution de 90 n'était pas adaptée à notre système de fonctionnement. C'est une constitution
qui est là pour ça, c'est pas ça booste pas le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? La Constitution est là, la Cour constitutionnelle est là, la HAC est là, l'Assemblée nationale est là, pouvant quand le chef du gouvernement, le chef de l'État, le chef du gouvernement peut tenir toutes ces institutions là par les moyens. Et après, il peut appeler chacun des membres. Individuellement. Mais l'actuel chef de l'État a fait de son cheval de bataille la révision de la Constitution par exemple. Comme le projet est allé jusqu'à l'Assemblée nationale. Comme le précédent. Oui. Vous l'avez oublié, la réfondation. J'ai travaillé pour. Mais lui n'est pas allé au bout. On l'a empêché d'aller au bout. On l'a empêché d'aller au bout. Et celui-ci, il a tenté d'aller au bout et on l'a empêché également. J'espère bien, honnêtement, au fait, ce qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse avancer, ce qui manque, c'est un dialogue. Je pense qu'il faut que... Nouvelle conférence nationale? Non, je ne suis pas dans la nouvelle conférence nationale. Mais on peut faire un dialogue national. On peut faire quelque chose. Il faut pas dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, il y a un État, il y a un gouvernement en place, élu, à un mandat. On ne peut pas faire comme 90. 90, l'État était perdu. Aujourd'hui, un gouvernement, un chef d'État qui a une légitimité, qui a une légalité qui est en place et qu'on doit respecter. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Mais il faudrait que le gouvernement en place, le chef de l'État, sache qu'il y a eu trop de frustration. Moi, je vais même jusqu'à demander une commission vérité de réconciliation, pourquoi pas? Pas dans les mêmes formes. Mais il faut que... Pas dans les mêmes formes. Non! Vous savez, depuis 90, il y a eu trop de frustration. Il y a eu trop de mécontentement. Il y a eu trop de situations qui ont fait que des gens... Donc, il faut faire en sorte que ces frustrations s'expriment. Que les gens disent qu'est-ce qui m'a fait mal. Parce que de régime en régime, les frustrations... Ouais, certains disent... Ouais, tous les ralliements qu'on voit aujourd'hui, on dit on soutient. Mais c'est du bout des lèvres. Moi, j'écoute certains qui disent on soutient, mais après ils ne soutiennent rien. Mais on dit, mais si tu ne soutiens pas, tes affaires vont être bloquées, on va t'envoyer en prison. Donc, mais on ne peut pas continuer à s'amuser avec l'État, avec le devenir d'un pays. Donc, il faudrait, moi je pense que le président de la République, quel qu'il soit, celui d'aujourd'hui, peut-être il faut réunir le peuple autour des grandes tendances sur un certain nombre de thématiques. Peut-être avant une révision normale. Bon, j'apprends qu'il y aura une proposition de loi bientôt. On va reprendre la révision. Bon, tant mieux. Si on révise, ça marche, c'est bon. Mais si on se parle encore, c'est mieux. Une commission du type vérité et de réconciliation, colmater un certain nombre de choses, voir ce qui peut être corrigé, et les corriger si on le peut, pour les quelques lois qu'on peut prendre. Voilà. Ensuite, organiser une sorte de rencontre nationale, et de temps en temps, peut-être tous les 15 ans, 20 ans, 25 ans, et réunir ces genres de rencontres. Ça veut dire que par génération, on n'en ferait qu'une seule. Donc, si on le fait aujourd'hui, on n'en ferait jamais. À notre génération, à nous, on serait foutu totalement ou disparu. Donc, bref, il faudrait peut-être instaurer ces choses. Et moi, je pense que le président Talon est bien outillé parce qu'il est venu avec des idées peut-être novatrices, d'un seul mandat, dessus. Je pense qu'il n'a pas encore... Le président Talon ne s'est pas encore réellement exprimé à son peuple. On ne sait vraiment pas encore. Le programme d'action du gouvernement est venu un peu comme... C'est pas le programme national, c'est son programme à lui, c'est son gouvernement. Et moi, il a eu 24%. Et moi, j'ai voté pour un candidat qui avait 26%. Et l'autre, un autre, des gens ont voté pour un candidat qui avait 23%. Donc, après... Vous diminuez le pourcentage de votre candidat. 28%. Alors, donc, du coup, vous comprenez que il est venu au second tour, c'est vrai, c'est lui qui a gagné. Mais il faudrait qu'il sache qu'au premier tour, il n'avait pas ça. Donc, c'est le jeu il y a des pays où l'élection est faite au premier tour. Oui. Donc, il faut tenir compte des tendances. Il faut tenir compte des tendances. Il faut tenir compte des tendances. Oui. Il faut tenir compte des tendances. Tout le monde n'est pas contre lui. On n'est pas contre lui. Ne pas avoir voté pour lui ne veut pas dire que vous êtes contre lui. Mais le problème est que il faut qu'on écoute les gens. Et il y a c'est tellement autour, toujours ces bunkers qui empêchent qu'on écoute les autres. Il n'y a pas de problème. Mais les réponses attendues, les résultats ne seront pas atteints dans ces conditions-là. Oui, beaucoup, on a encore deux aspects abordés. On a vu aussi récemment d'autres soutiens aussi qui viennent. Rachid Balamassi, lui, il était face à la presse récemment, qui a répondu d'ailleurs à Moselebe, qui se prononçait il y a quelques jours, il faut le dire, sur la gouvernance de Patrice Talon. Ça a retenu votre attention? Oui, ça m'a paru un peu bizarre, parce que bon, le grand frère Badamassi, je l'aime bien,
Je pense que je l'aime bien, hein. Pas l'homme politique, l'individu, le personnage. Je pense qu'entre nous, le courant passe très bien. Mais cela dit, c'est pas pour une raison quand même qu'il est allé trop loin. Il peut soutenir le président Talon, c'est son droit. Mais il a dit des choses qu'un homme responsable ne dit pas. Un homme responsable, parce que quand vous le dites, mais celui qui est là ne vous prendra pas au sérieux. Le pacte que vous faites avec un patient, celui qui est passé, quand vous dites, mais voilà, alors que j'ai dit plein de choses à l'époque. Maintenant là, c'est nul, hein, c'est nul parce que je suis avec celui-ci. Mais on ne vous prend pas au sérieux. Il faut qu'il se prenne un peu au sérieux, le grand frère. Je pense qu'il y a des disques, à force de les jouer, deviennent rayés. Et j'ai l'impression que ce disque commence pas à être rayé. Il faut que le grand frère en tienne compte. À une autre époque, ça a servi à beaucoup quand même. Hein? Autre temps, autre mœurs. Il faut que le grand frère comprenne ça. Je l'encourage vivement à comprendre ça. Voilà. D'accord. Agapi Naple Maforican, vous n'avez pas été reconduit au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Vous avez vu au premier mandat, vous étiez membre du bureau. Actuellement, vous n'êtes pas membre. On se rappelle, j'allais dire, lorsque le décret en janvier était donc sorti, vous avez saisi la Cour constitutionnelle pour parler donc, c'est pas avec certains griefs, hein, la Cour, vous parlez d'ailleurs d'excès de pouvoir, je crois. La Cour a donc rendu sa décision en disant qu'elle est donc incompétente, déçue, c'est ça? Non, comment déçu? Vous savez, moi, je suis jeune. Hein. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas retenu Maforican que, bon, peut-être pour se manifester, il dit non, je suis jeune, je suis très jeune. Est-ce que vous me voyez comme un homme déçu? Moi, je suis jeune. J'ai passé 2 jours de garde à vue pour un truc que je ne comprends même pas. Un chauffeur que j'ai pas utilisé, qui m'attaque dans les médias. Il a écrit partout dans les représentations diplomatiques. J'ai pas signé son contrat, je ne l'ai pas utilisé. Et je n'ai signé ni son contrat d'entrée, ni son contrat de sortie. Il m'a pas conduit 1 seul kilomètre. Et pourtant, il m'attaque, que je l'ai affamé. Vous avez perçu des sommes qui lui sont dues. Je pourrais ce dossier encore à destruction, j'ai pas envie d'aller en détail, mais c'est pas vrai. Il y a eu trop de mensonges. J'ai compris, on ne voulait pas me voir là. On voulait pas me voir là et. Vous voulez dire quoi? Que le chauffeur a été payé pour raconter des choses sur vous? On voulait pas me voir là. Moi, je n'ai pas. Vous savez, je suis de nature, je positive. Je suis positive et je connais le pouvoir. Je connais le sens du pouvoir et je respecte le pouvoir. Vous savez, moi je suis partisan toujours d'un pouvoir fort. Pas un pouvoir dictatorial, mais un pouvoir fort qui s'exprime pour qu'on puisse avoir des résultats. Un pouvoir qui débouche vers la dictature, non. Parfois les gens, entre les deux, les gens ne font pas la différence. Je ne suis pas de gens mais lamenté. J'ai connu des situations vraiment difficiles, effectivement, avec l'avènement de ce pouvoir. Je me suis pas exprimé dans les médias, pas parce que je suis bête, frustré, non, j'ai resté parce que je sais que toute procédure ira à bout. Mais je dis, ce monsieur en question a publié partout. Quelles sont ses motivations? On a discuté. Il m'a dit, personne ne m'a payé, il m'a pas demandé, non, c'est passé par lui. Mais devant le juge d'instruction, il a dû s'expliquer. Je n'ai pas signé son contrat. Il ne m'a jamais conduit. Moi, membre du bureau, j'avais droit à un chauffeur, comme le président, comme le gestionnaire du budget. On nous payait par chèque en non, non. Est-ce qu'il peut voler un chèque en mon nom? Est-ce qu'il peut voler un chèque fait en mon nom? Le chèque était censé payer mon chauffeur privé, mais à ma disposition. Enfin, quand je parle, ceux qui connaissent le dossier, tous ceux qui connaissent comment fonctionne l'administration sachent de quoi je parle. Mais, à un moment donné, il fallait, Maforican était un peu embêtant, gênant pour certains, il fallait qu'il quitte, et puis ça a été lancé. J'ai laissé sciemment, j'ai voulu pas, parce que vous savez, nous sommes des privilégiés. On est des organes de presse, on a des médias. Faut pas que j'abuse. Moi, je dis, je me tais, je laisse tout évoluer. Par contre, les procédures que je dois enclencher, pour que raison me soit donnée. En tout cas, donc, ce n'est pas que la Cour constitutionnelle que j'ai écrit. J'ai écrit à la Cour suprême pour demander à référer qu'on empêche l'installation de l'équipe. Parce que le chef d'État a nommé 10 au lieu de nommer 13. Et l'audience a eu lieu, effectivement. Oui. Et la Cour a déclaré irrecevable parce que je n'ai pas respecté la procédure. La procédure, c'est quoi? C'est un recours qu'il fallait être gracieux. Il fallait demander l'annulation d'abord de l'acte avant de donner un la Cour constitutionnelle a été déclarée, la Cour s'est déclarée incompétente
Mais en final, le recours à la Cour en mars, j'avais en janvier, pour dénoncer le ministre Diogbenou qui avait écrit à la HAC pour que la HAC me remplace. La HAC qui m'avait désigné par appel à candidature me remplace parce que je serais inculpé. Donc le ministre, un avocat, professeur agrégé de droit, qui dit qu'il méconnaît les principes de la présomption d'innocence. C'est ce que vous estimez. C'est quand même bizarre. Donc, non, je n'estime pas. Parce que je vais vous surprendre. La Cour constitutionnelle a sorti la décision du 786 du 5 septembre 2017. La décision du 786 du 5 septembre 2017 qui constate que la lettre du ministre Diogbenou, qui demande qu'on me remplace, qui demande à la HAC de me remplacer, que cette lettre est contraire à la Constitution. Ça ne peut qu'être ça, parce que la présomption d'innocence, je sais que la culpabilité d'un individu soit définitivement faite. Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on me condamne en première instance, qu'on me condamne en appel, qu'on me condamne en cassation, donc à la Cour suprême, avant que ça devienne définitif. Et moi, je suis prêt à affronter cette procédure-là, parce que je dis une chose, j'ai fait mon travail loyalement à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Je mets au défi n'importe quel membre, ceux d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, dommage notre président est décédé. J'ai fait mon travail avec beaucoup de loyauté. J'ai travaillé plus que tout autre dans cette maison-là. J'ai fait du travail même bénévole au secrétariat permanent. Je n'ai pas demandé un rond. Mais pour besoin, parce qu'on veut se débarrasser de Maforican, cette procédure a été montée. C'est pas le gouvernement. Ça, je connais les individus qui ont fait ça. C'est les individus qui l'ont fait, qui ont utilisé le pouvoir, leur acquaintance avec telle autorité. Je connais. Mais vous savez, le silence, c'est le meilleur juge. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de bavarder. Donc, moi, je vous apprends qu'il y a une nouvelle décision le 5 septembre 2017 qui, celle-là, a reconnu que la HAC ne peut pas me remplacer à l'étape d'aujourd'hui. Donc je suis le seul, le communicateur désigné pour siéger à l'autorité nationale de lutte contre la corruption et de ma deuxième mandature. Bon, j'espère bien que... Que ferez-vous avec la décision puisque vous avez... non, la décision est notifiée au ministre, j'espère. Alors que tous les autres membres sont déjà installés, voilà, la Cour vient de vous dire à présent que, voilà, ne pas vous retenir, c'est contraire à la Constitution. Quelle est l'exploitation que vous en ferez? Non, vous savez... c'est notifié au ministre de la Justice, c'est notifié au président de la HAC. J'espère que le ministre de la Justice, défenseur des droits, avocat, professeur agrégé de droit privé, quelqu'un qui a défendu plein de choses dans ce pays, qui a dit beaucoup de choses, j'espère qu'il aura un brin de lumière qui lui permettra de se rattraper par rapport à un certain nombre de choses en la matière. J'espère en demandant au chef de l'État de compléter le décret. Et le décret a été pris en violation d'ailleurs de la loi 2011-20, de reprendre tout le décret. Parce que ce décret, si la Cour suprême est de mon avis, ce décret doit être déclaré contraire à la... On dit qu'actuellement on n'a que 10 membres. Sur 13. C'est pas complété. Sur 13. 10 membres sur les 13. Oui. Il n'y a aucune raison. Et le décret n'a pas dit pourquoi les 3 autres n'ont pas été nommés. C'est pas normal. Mais c'est à la Cour suprême. Et comme je dis, moi je suis un citoyen, je respecte mes institutions. Si la Cour déclare et que, comme je le pense, que ce décret est contraire à la Constitution, mais le chef d'État peut prendre. Et le ministre de la Justice, il sait bien que le décret a été mal pris. Il le sait, le ministre de la Justice, parce que c'est un juriste, c'est un professeur de droit. Je le connais, on se connaît, c'est un ami par ailleurs, avant qu'il soit ministre. Donc, j'espère que le brin de lumière lui viendra pour qu'il puisse comprendre que ses fonctions sont à titre précaire révocables. Et qu'après, il va lui rester le professeur de droit, il va lui rester l'avocat. Et qu'il va rester entaché sur sa carrière d'avocat, même s'il reste 20 ans. Même s'il reste 20 ans, il va rester entaché. Il va rester entaché. Non, il y a au moins, il n'a pas, enfin, lorsqu'un avocat demande qu'on vous change, parce que vous êtes inculpé, il a violé la présomption d'innocence. Au moins, rien que ça, c'est une faute pour un avocat. C'est une faute. Peut-être l'ordre va le déclarer, c'est pas vous qui êtes habilité. Non, attendez, je suis un citoyen libre de mes propos et je suis aussi juriste. Peut-être que on me voit plus communicateur, donc je ne parle pas en l'air. Et je dis, j'ai été ahuri de voir que le ministre Diogbenou, le ministre, un juriste, un avocat, puisse demander qu'on me remplace par simple que je suis inculpé. Donc, est-ce que moralement vous tenez aussi
inculpé? Est-ce que moralement ça ne posait pas aussi un problème? C'est qu'il n'y a aucun problème moral. Parce que comme j'ai dit, moi j'ai géré la NSC avec le secrétariat permanent avec beaucoup de loyauté. Il n'y en a pas. On a fait plein de, on a géré plein de trucs avec rapport à l'appui. On a reversé plein de fonds sur des projets. On a reversé. Il n'y a pas, dans ce Bénin là, combien de personnes gèrent des projets et reversent des fonds? On a reversé à chaque instant. Ils ne trouveront, actuellement il y a une audit de la Cour suprême sur place. Ils ne trouveront rien. Je vous l'ai dit, c'est une affaire entre, on est allé chercher une affaire montée de toutes pièces. Parce que donc, je dis, même vous savez, même les gens condamnés par la juridiction, laissez-moi finir, même les gens condamnés par la juridiction, vous pensez que toujours qu'ils sont toujours coupables, qu'ils sont fautifs? Moi, je suis fier de moi. Et quand je sors, je suis fier. Et comme je le dis toujours, je ne me reproche absolument à rien. Même condamné, je serai fier parce que je dis, je ne me reproche rien. Je n'ai rien fait. J'ai dirigé, j'étais membre, un secrétaire permanent de la NSC, exigeant envers mes collaborateurs, et ils doivent pouvoir le dire. Après, les gens ont créé tout pour m'empêcher d'y être. C'est de leur droit. Mais un beau jour, la vérité va éclater. Et j'espère que chacun des comploteurs aura le courage de reconnaître qu'il s'est trompé et de corriger. Merci à vous, Abdapit Maforican. Landry Salano, eh bien, on vous a reçu sur ce plateau. Il a été question de la révocation de la convention d'exploitation du réseau de téléphonie mobile Bel-Bénin Communication Agapi. Napoléon Maforican, vous êtes consultant médias et communication. Alors, vous nous avez dit que l'ARCEP a induit le gouvernement en erreur. Vous ne comprenez pas pourquoi cette structure de régulation a validé, disons, toutes les procédures de cession de Bébécom en relation avec le plan d'acquisition du repreneur, ce qui a d'ailleurs conduit à la prise d'un décret en Conseil des ministres. Ça, c'était en 2016. Un décret qui n'a pas été mis en cause. Non, prolongé, voilà, qui n'a pas été mis en cause par l'actuel gouvernement depuis son installation. Et vous avez dit que ce dossier doit être traité avec calme et lucidité, et votre souhait est que l'opérateur soit rétabli dans ses droits. Ceci dit, vous invitez donc les différentes parties au dialogue. On a également parlé de politique avec vous, et le nouveau soutien du président Patrice Talon, pour vous, c'est un éternel recommencement et que rien n'a changé dans la pratique politique en République du Bénin. Il faudra instaurer un dialogue national pour reconstruire notre pays. On vous aura compris. J'ai reconnu quand même qu'il y a eu quelques courageux. Absolument, ça c'est vrai. Merci à vous, merci Landry, chers téléspectateurs. Vous voulez peut-être rappeler que c'est votre fils qui est le premier bac du Bénin. Félicitations quand même à lui, à Maforican. Merci de nous produire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci Landry, merci Agapi, merci chers téléspectateurs. Bonne soirée.